Ils ont ri quand Bastien a acheté le mauvais pas, 14 hectares de roches volcaniques où rien ne poussait. Gaston Vasseur se moquait de ce fou qui jetait ses économies dans un cimetière de pierre. Mais Bastien possédait un secret silencieux. Tandis que les banques ruinaient ses voisins, un miracle invisible transformait la pierre en or noir. Que cachait-il vraiment dans son vieux sac de toile? Voici comment le pire terrain de France est devenu une légende. Dans la pénombre feutrée de la chambre d'agriculture d'Aurillac, là où les dossiers s'empilent comme les strates de calcaire d'un passé immuable, une carte murale dictait la hiérarchie des hommes et des bêtes. C'était une peau de parchemin étendue sur le bois sombre, un cadastre chromatique où le vert émeraude des estives grasses du Césalier côtoyait le brun fertile des vallées protégées. Pourtant, dans un recoin septentrional, niché contre les contreforts abrupts des monts du Cantal, une tache d'un blanc spectral semblait avoir été oubliée par la main de la Providence. 14 hectares de basalte et de désolation que les anciens, dans un murmure mêlé de crainte et de dédain, nommaient le mauvais pas. Ici, la géologie se faisait cruelle. La roche volcanique affleurait la surface comme l'os perce la chair, et le moindre soc de charrue s'y brisait avec un fracas de métal agonisant avant d'avoir atteint la profondeur d'une main d'homme. C'était une terre de refus, un chaos de pierres ponces et de terre rousse, si maigre que même la bruyère peinait à s'y enraciner. Les experts de la préfecture, sanglés dans leur certitude administrative et leurs calculs de rendement, l'avaient depuis longtemps rayé des registres de la production. Pour eux, le mauvais pas n'était qu'une erreur du paysage, une cicatrice minérale sur le flanc de la montagne où aucun homme sensé ne risquerait son honneur ou ses deniers. Bastien de la Roche se tenait devant cette carte, immobile, le regard ancré sur ce vide blanc. À 46 ans, il portait sur son visage la rudesse des hivers auvergnats et la dignité silencieuse des chênes centenaires. Il n'avait pas l'assurance bruyante de ces nouveaux exploitants qui hantaient les couloirs de l'agence, ceux qui parlaient de mécanisation outrancière et de crédit bancaire en ajustant des vestes de velours trop neuves. Bastien était un homme de l'ombre et du temps long. Il appartenait à cette lignée de paysans pour qui la terre n'est pas un outil de profit, mais un patrimoine sacré, une chair que l'on soigne avec une patience liturgique. Derrière lui, M. Lefebvre, le directeur de l'agence, ajusta ses besicles avec une condescendance qui se voulait protectrice. Il avait vu défiler des générations de fils de famille ruinés par l'orgueil, mais le cas de Bastien le troublait. Pourquoi vouloir s'attacher à cette relique de pierre que même les chèvres dédaignaient? Pour le monde moderne, le mauvais pas était une cause perdue, un cimetière pour les rêves agricoles. Mais dans le silence de ce bureau, Bastien ne voyait pas une fin. Il lisait, dans les replis de cette carte, le début d'un pèlerinage vers l'essence même de son métier. Redonner vie à ce que l'homme, par impatience et par ignorance, avait déclaré mort. Dans le mépris général qui entourait cette terre déshéritée, Bastien de la Roche venait de trouver son royaume. Honoré de la Roche n'était pas un homme de parole, mais un homme de sillon. Dans la pénombre de la vieille grange familiale, là où l'odeur du foin sec se mêlait à celle, plus âcre, de l'huile de moteur, trônait le centre de sa dévotion. Un Renault des 22 de 1956. Pour Honoré, cette machine n'était pas un simple outil de ferraille, mais un compagnon d'armes, une extension de sa propre volonté de faire. Chaque dimanche, alors que les cloches de l'église d'Aurillac résonnaient dans la vallée, il ne s'inclinait pas devant les autels de pierre, mais passait un chiffon de laine sur le capot orange de son tracteur, veillant à ce qu'aucune goutte de cambouis ne vienne souiller la dignité de l'ancêtre. Pour lui, entretenir sa machine, c'était entretenir son honneur. L'héritage qu'il laissa à Bastien ne tenait pas dans l'épaisseur d'un portefeuille, mais dans la clarté d'une conscience affranchie. « Mon fils, disait-il souvent en fixant les horizons tourmentés du Cantal, la signature d'un paysan au bas d'un contrat de prêt est le premier clou de son propre cercueil. » Honoré était mort comme il avait vécu. Souverain de son domaine, n'ayant jamais franchi le seuil d'une banque, tenant l'usure pour une maladie de l'âme plus dévastatrice que la nielle du blé. Il avait labouré ses terres à la force du poignet et de sa vieille mécanique, tandis que ses voisins, grisés par les promesses de modernisation et les subsides venus des bureaux lointains de Bruxelles, commençaient à hypothéquer l'avenir de leur fils pour des engins rutilants qu'ils ne posséderaient jamais vraiment. Bastien avait tout observé. Il avait vu son frère aîné, séduit par les lumières factices de la ville, abandonner la terre pour ne plus devenir qu'un numéro dans l'engrenage des cités, laissant à son cadet la charge de la lignée. Bastien était resté. Il avait repris le Renault des 22, apprenant à déchiffrer chaque murmure de son moteur comme on écoute les battements d'un cœur fidèle. Tandis que le village s'enivrait de l'illusion de la grandeur, Bastien cultivait la frugalité. Il portait la même veste de toile robuste depuis une décennie, réparait ses outils dans la forge paternelle et, chaque mois, déposait quelques pièces d'or dans un coffre de chêne, patiemment, sans bruit. En 7 ans de grâce 1996, Bastien de la Roche était un anachronisme vivant. Il était le seul homme libre de la commune, le seul dont le sommeil n'était pas hanté par l'échéance d'un crédit ou le regard froid d'un créancier. C'est avec cette liberté, forgée dans le silence des montagnes et la sagesse d'Honoré,
qu'il s'apprêtait à affronter le mauvais pas. Car si la terre était avare, Bastien, lui, possédait le seul trésor qui ne s'achète pas, le temps et le refus sacré de la dette. Il savait que pour conquérir la pierre, il ne fallait pas plus de chevaux vapeur, mais une âme plus dure que le basalte. L'an de grâce 1996 marquait un tournant dans l'histoire de la vallée, mais à la foire aux bestiaux d'Aurillac, le temps semblait s'être figé dans la boue et la vapeur d'eau qui montait du flanc des limousines. C'était là, sous la halle de fer et de verre où résonnaient les enchères comme des sentences, que le destin du mauvais pas devait se sceller. Bastien de la Roche avançait parmi les grappes d'hommes sombres, son carnet de cuir serré contre lui, étranger à l'agitation fébrile des maquignons. Lorsque le notaire, juché sur son estrade, annonça la mise en vente des 14 hectares de rocailles, un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée, bientôt rompu par un murmure de dérision. Personne ne voulait de ce chaos de basalte. C'est alors que la main de Bastien se leva, nette, inflexible. Le prix fut dérisoire, une poignée de francs qui semblait insulter la dignité même de la terre. Mais pour Bastien, ce n'était pas une dépense, c'était un rachat. Il s'avança pour signer l'acte, extrayant de sa poche une liasse de billets soigneusement comptés, loin des chéquiers fébriles et des promesses bancaires. À cet instant, un rire gras déchira l'atmosphère humide. Gaston Vasseur, le visage rubicond et le regard brillant d'une supériorité factice, s'écarta de son cercle de courtisans. Vasseur était l'orgueil incarné de la plaine, un homme qui ne jurait que par le tonnage et la puissance des chevaux vapeur. Il venait de faire l'acquisition d'un monstre de métal, un tracteur rutilant dont les traites mensuelles auraient suffi à nourrir un village, mais dont il tirait une gloire éphémère. Il s'approcha de Bastien, ses bottes de cuir fin contrastant avec les souliers de travail de son cadet. « Alors, de la Roche » tonna-t-il, s'assurant que chaque paysan présent puisse l'entendre. « Tu achètes donc un cimetière de pierre? Dis-nous, comptes-tu y faire pousser des dalles pour nos tombeaux ou espères-tu que le basalte se change en or par miracle ?» Les rires éclatèrent, serviles, autour de lui. Vasseur, dans son arrogance, ne voyait pas que son propre domaine, saturé de chimie et de dettes invisibles, commençait déjà à se consumer. Il moquait le mauvais pas comme on moque un indigent, ignorant que la terre, même la plus ingrate, finit toujours par juger ceux qui la méprisent. Bastien ne répondit rien. Il rangea son acte de propriété dans sa veste de toile avec une lenteur rituelle. Il n'éprouvait ni colère, ni honte, seulement une immense compassion pour ces hommes qui confondaient la possession et la maîtrise. Tandis que Vasseur paradait, vantant les mérites de sa nouvelle moissonneuse achetée à crédit, Bastien quitta la halle. Il marchait vers les hauteurs, laissant derrière lui les rires et la vanité des foires. Il savait que le silence du mauvais pas l'attendait, et que dans ce silence, il allait entamer une conversation que Gaston Vasseur et les siens ne pourraient jamais comprendre. Celle du sang, de la pierre et du temps retrouvé. Bastien ne vint pas en conquérant, le fer à la main et le mépris au cœur. Tandis que Gaston Vasseur et les siens déchiraient la plaine sous le poids de leurs machines de plusieurs tonnes, Bastien entama son pèlerinage sur le mauvais pas à pas feutrés, chaussé de ses bottes de cuir gras. Il ne portait pour toute arme qu'une sonde d'acier forgé jadis par Honoré, un tube effilé capable d'interroger les entrailles du monde, et son carnet de cuir aux pages jaunies par l'ombre des étagères familiales. Ce n'était pas un laboureur qui foulait ses pentes escarpées, mais un médecin au chevet d'un grand blessé. Pendant des semaines, il arpenta chaque repli de ses 14 hectares, notant avec une précision de moine copiste la moindre morsure du gel sur le basalte, la course de l'eau après l'orage et l'orientation des versants face au vent d'hiver. À 47 reprises, il enfonça sa sonde dans la chair maigre du domaine. Là où d'autres n'auraient vu que de la caillasse inutile, Bastien déchiffrait une tragédie. Le sol n'avait que 3 malheureux centimètres d'épaisseur dans les replis, et rien, absolument rien, sur les crêtes où la roche dénudée criait sa misère au ciel. Assis chaque soir à la table de chêne de la métairie, à la lueur d'une lampe dont le reflet dansait sur le basalte brut qu'il avait rapporté comme échantillon, il dressait la cartographie de l'épuisement. Le diagnostic était sans appel. Le mauvais pas n'était pas stérile par nature. Il avait été vidé de sa substance par un siècle de viol mécanique. Des générations d'hommes pressés avaient tenté de forcer cette terre à devenir ce qu'elle n'était pas, une plaine à céréales. Ils l'avaient scarifiée de charrues trop lourdes, l'avaient épuisée pour quelques boisseaux de blé chétif, avant de l'abandonner à l'érosion quand la roche eut fini par briser leurs outils et leurs espoirs. Bastien comprit alors la grande leçon de son père. La terre ne meurt jamais tout à fait, elle se lasse seulement de la folie des hommes. Sous la croûte alcaline, étouffée par un pH trop élevé et une absence cruelle d'humus, la vie attendait, tapie dans l'ombre du minéral. Il ne s'agissait pas de dompter le mauvais pas, mais de restaurer son honneur. Il ne fallait pas de fer, pas de pétrole, pas de chimie violente. Il fallait du temps, ce luxe que les banques refusent aux paysans, mais que Bastien possédait en abondance. Dans son carnet, il n'inscrivit aucun chiffre de rendement, aucune promesse de profit.
Il y traça simplement d'une écriture ferme la première règle de sa philosophie, ne rien demander à la terre avant de lui avoir tout rendu. Le mauvais pas n'était plus une erreur du cadastre. Il était redevenu un patrimoine, un héritage de silence que seul un fils de la Roche pouvait espérer racheter. Le printemps de l'année 1997 s'éveilla sur le Cantal dans un fracas de métal et de fureur chimique. Dans la vallée, les hangars recachaient des monstres d'acier, des moissonneuses démesurées dont le seul éclat de peinture neuve masquait le poids des traites bancaires. On y déversait à grands frais des engrais de synthèse, ces poudres blanches et sèches qui promettent l'abondance mais laissent la terre exsangue. Gaston Vasseur, juché sur son trône mécanique, dirigeait ses troupes avec la morgue d'un général qui ignore que ses munitions sont empruntées au diable. Sur les hauteurs du mauvais pas, le silence était d'une autre nature. Bastien de la Roche ne possédait ni pulvérisateur géant, ni crédit à la consommation. Il n'avait que ses mains, son vieux Renault des 22 stationné en lisière de parcelle comme un témoin fidèle, et un sac de toile de jute en bandoulière, lourd de 1000 promesses. Il contenait du trèfle incarnat, cette semence de lumière que les anciens appelaient le manteau des pauvres. D'un pas lent et mesuré, Bastien entama sa procession. Le geste était immuable, une courbe ample et régulière du bras droit qui libérait une pluie fine de graines rousses sur le basalte nu. C'était un geste liturgique, un dialogue sacré entre l'homme et la roche où chaque poignée de semence agissait comme une onction. Il ne cherchait pas le rendement immédiat, il tissait le premier voile d'une pudeur retrouvée pour cette terre si longtemps profanée. Le trèfle, cette légumineuse sacrée, n'avait pas besoin des poisons de Vasseur. Il possédait le secret de l'air, cette alchimie mystérieuse capable de capturer l'azote du ciel pour le redonner aux entrailles du monde. En contrebas, sur la route qui serpentait vers Aurillac, Gaston Vasseur ralentit la course de son rutilant pick-up. Il observa un instant cette silhouette solitaire, ce fou qui marchait sur la pierre en jetant des poignées d'herbe comme on jette des pièces dans un puits sans fond. Il secoua la tête, un sourire méprisant aux lèvres, avant de repartir dans un nuage de gazole. Pour lui, Bastien n'était qu'un anachronisme, un vestige d'un temps révolu où l'on croyait encore au miracle de la biologie. Il ignorait que sous le manteau vert que Bastien déposait avec tant de soin, la vie s'apprêtait à briser ses chaînes. Tandis que la plaine s'enchaînait aux chimies de l'homme, le mauvais pas, sous la main du semeur d'espérance, commençait son long voyage vers la liberté. Sous le silence des crêtes, là où le vent du Cantal ne transporte plus que le cri lointain d'un buse, une révolution invisible s'opérait dans les entrailles du mauvais pas. Ce que Gaston Vasseur et les hommes de peu de foi ne pouvaient percevoir, c'était l'alchimie sacrée qui se tramait sous le tapis de trèfle incarnat. Là, dans l'obscurité protectrice du sol, se célébrait un mariage mystique entre le ciel et la terre. Le trèfle, avec une patience que seul le règne végétal possède, avait tendu ses racines vers l'abîme. Telles des phalanges de géants, ses racines ne se contentaient pas de chercher l'eau. Elles s'insinuaient dans les fissures du basalte, brisant par leur seule poussée vitale la croûte volcanique que les charrues les plus lourdes n'avaient fait qu'égratigner. Chaque radicelle était un ouvrier de lumière, ouvrant des canaux, des cathédrales miniatures où l'air des sommets pouvait enfin s'engouffrer pour réveiller une terre asphyxiée. Mais le véritable miracle résidait dans le pacte secret scellé au creux des nodosités racinaires. Là, une légion de bactéries invisibles, compagnes millénaires des légumineuses, opérait la transmutation suprême. Elle captait l'azote impalpable de l'atmosphère pour le transformer en une sève nourricière, une manne terrestre offerte au sol sans qu'aucun sac de chimie n'eût besoin d'être ouvert. C'était l'azote du ciel qui devenait la chair de la terre. Bastien, agenouillé sur son domaine, plongea ses mains dans ce qui n'était, un an plus tôt, qu'une poussière rousse et stérile. Il en retira une poignée d'une matière nouvelle, déjà plus sombre, presque grasse au toucher. Le miracle de la résurrection avait commencé. Sous l'effet de ce festin de carbone et d'azote, les bâtisseurs de l'ombre étaient revenus, le lombric, prince des profondeurs, traçait de nouveau ses galeries fertiles, tandis que la faune microscopique reprenait son balai ancestral. Le sol, jadis rouge de colère et de sécheresse, s'assombrissait heure après heure pour revêtir la livrée d'ébène des terres souveraines. Le mauvais pas ne portait plus le deuil de sa fertilité. Il se gorgeait d'humus, cette substance noble qui retient la pluie comme une éponge et conserve la chaleur comme un foyer. Bastien de la Roche sentait, sous la paume de sa main, le cœur battant d'un monde qui n'était plus mort, mais simplement guéri par la grâce d'une alchimie que l'argent des banques ne pourrait jamais acheter. Le patrimoine de son père, sauvé par le silence et le trèfle, renaissait enfin dans la pourpre et l'ébène. L'hiver de l'année 1998 ne se contenta pas de figer les ruisseaux du Cantal. Il glaça les cœurs et les esprits d'une froideur bien plus impitoyable, celle de l'arithmétique bancaire. Dans la vallée, le mirage des années de croissance se dissipait brutalement, laissant place à une réalité grise et tranchante comme une lame de faux. Le prix du grain et de la viande, autrefois porté par les promesses de l'Europe, s'effondra comme une muraille mal bâtie, tandis que les taux d'intérêt s'envolaient, transformant chaque empreinte en un nœud coulant pour les audacieux.
On vit alors une procession d'un genre nouveau hanter les chemins de terre. Ce n'étaient plus les ingénieurs au sourire de conquérants, mais les émissaires des banques, hommes de papier aux mains blanches et au regard froid comme le basalte, qui venaient réclamer le solde de l'orgueil. Les fermiers les plus modernes, ceux qui avaient suivi les conseils de Gaston Vasseur en signant des pactes de fer pour des machines démesurées, virent leur domaine s'effriter. Sous les hangars rutilants, les tracteurs géants, autrefois symboles de puissance, gisaient désormais comme des bêtes de somme enchaînées, attendant que les huissiers viennent apposer sur leurs capots les scellés de la faillite. Au mauvais pas cependant, le silence était celui de la paix, et non de l'agonie. Bastien de la Roche, fidèle au testament d'Honoré, n'avait aucun compte à rendre aux hommes de la ville. Tandis que l'angoisse dévorait les veillées du village, Bastien entretenait son foyer avec le bois de ses propres et la certitude de l'homme libre. Sa terre, fortifiée par 2 années de repos et de trèfle, ne lui demandait rien qu'il ne pût offrir par son seul travail. Il vivait du peu que lui accordait son domaine, une avoine rustique pour ses bêtes, quelques légumes oubliés dans le jardin de la métairie, et cette souveraineté de l'âme qui est le pain quotidien des justes. Gaston Vasseur, dont la splendeur commençait à se ternir sous le poids des traites impayées, évitait désormais le regard de Bastien lorsqu'il se croisait sur le chemin des crêtes. La morgue avait laissé place à une fébrilité amère. Vasseur portait sur ses épaules le fardeau de ses chevaux vapeur impayés, tandis que Bastien, sur son vieux Renault des 22 dont le moteur chantait la même mélodie depuis 40 ans, avançait sans aucune chaîne aux chevilles. Il n'était pas riche de l'or des banques, mais de la profondeur de son humus et du silence de sa conscience. Dans cet hiver des banquiers, Bastien de la Roche était le seul homme de la vallée dont le patrimoine n'était pas un chiffre sur un écran, mais une réalité de chair et de pierre, invulnérable aux tempêtes de la finance. L'été de l'an 2000 étirait ses ombres dorées sur les plateaux du Cantal lorsqu'une silhouette inhabituelle vint troubler le silence du mauvais pas. Le professeur Hubert, dont le nom résonnait dans les amphithéâtres de l'Institut national agronomique comme une autorité indiscutable, avait quitté ses laboratoires parisiens pour confronter ses théories à la rumeur qui montait des hautes terres. On murmurait jusqu'à la capitale qu'un paysan solitaire, armé de simples graines de trèfle et d'un vieux tracteur orange, était en train de ressusciter une terre que la science officielle avait condamnée au néant. L'homme de science, vêtu d'une saharienne de toile claire qui tranchait avec la bure de travail de Bastien, s'agenouilla au milieu d'une parcelle où l'avoine, haute et fière, ondulait sous le vent comme une mer de nacre. D'un geste précis, il enfonça une sonde d'argent dans le sol, puis en retira une carotte de terre qu'il porta à ses yeux, puis à ses narines. Le silence qui suivit fut presque religieux. Le professeur Hubert resta interdit, triturant entre ses doigts une matière sombre, grumeleuse, exhalant cette odeur de sous-bois et de vie ancienne que l'on ne trouve d'ordinaire que dans les forêts primaires. « Monsieur de la Roche, » murmura le savant, la voix trahissant une émotion qu'aucune équation n'aurait su traduire. « J'ai passé ma vie à étudier les terres noires de la Limagne, ces plaines que l'on dit être les plus fertiles de France. Mais ce que vous avez ici, sur ce plateau de basalte, dépasse l'entendement. La structure de ce sol, son agrégation, sa porosité, c'est un chef-d'œuvre biologique. Dites-moi, quel arsenal chimique avez-vous déployé pour obtenir un tel prodige ?» Bastien, appuyé contre l'aile de son Renault des 22, observa l'horizon où les volcans éteints semblaient veiller sur son œuvre. Il ne sourit pas par orgueil, mais par cette paix intérieure que donne la vérité. « Aucun arsenal, monsieur le professeur. J'ai simplement rendu à la terre sa dignité. Mon père, Honoré, disait que la terre n'est pas un coffre-fort que l'on vide, mais un patrimoine que l'on cultive pour ceux qui ne sont pas encore nés. Là où vos collègues voyaient de la caillasse, je voyais une promesse fatiguée. Je n'ai pas forcé la récolte. J'ai nourri le sol, et le sol m'a rendu au centuple ce que je lui avais offert en patience. » Le professeur Hubert se releva, époussetant ses genoux, mais gardant un peu de cette terre noire sur ses mains comme une relique. Un dialogue s'engagea alors entre la science moderne, avide de mécanisme, et la sagesse paysanne, gardienne des cycles. Hubert parlait de régénération des écosystèmes et de complexes argilo-humiques, tandis que Bastien évoquait le respect du vivant et le sang de la pierre. Mais au sommet du mauvais pas, ces deux langages finirent par se rejoindre. Le savant comprit que Bastien n'avait pas seulement fait pousser des céréales. Il avait restauré une part de l'âme française, prouvant qu'avec du temps, du trèfle et le refus de la dette, l'homme pouvait réparer ce que l'industrie avait brisé. En quittant les hauteurs, le professeur Hubert ne voyait plus un mauvais pas, mais le sanctuaire d'une France éternelle, où la pierre elle-même apprenait à refleurir sous la main des justes. L'auguste mois d'août s'abattit sur les cimes du Cantal, drapant les versants d'une lumière d'or pur qui semblait bénir le labeur des humbles. Au mauvais pas, l'heure de la vérité avait enfin sonné. Sous le regard incrédule des bergers postés sur les crêtes voisines, Bastien de la Roche mit en branle son vieux Renault des 22. Le moteur, dont le chant régulier montait vers l'azur comme une oraison, entraînait une moissonneuse lieuse d'un autre âge, entretenue avec la piété que l'on réserve aux objets de famille. À mesure que les lames fauchaient l'avoine,
un spectacle prodigieux s'offrait aux yeux des rares témoins. Ce n'était pas une récolte chétive, née de la poussière et du mépris, qui tombait en gerbes lourdes sur le sol. C'était un or végétal d'une densité inouïe, des grains pleins, charnus, dont la robe de nacre témoignait d'une santé que la chimie des hommes ne saurait imiter. Sans un gramme de nitrate, sans une goutte de poison, la terre de Bastien, que tous disaient condamnée, produisait un rendement qui humiliait les plaines saturées d'engrais de la vallée. Là où les terres de Gaston Vasseur ployaient sous le poids des intrants pour un résultat médiocre, le mauvais pas offrait sa souveraineté biologique avec une générosité royale. Mais la véritable stupéfaction du village ne vint pas seulement des boisseaux de grains. Elle se trouvait dans la vigueur des bêtes que Bastien laissait désormais paître sur les parcelles de trèfle et de graminées restaurées. Les bœufs salaires, à la robe à cajou et aux cornes de lyre, affichaient une puissance et un éclat de poil que l'on ne voyait plus dans les élevages industriels. Nourris d'une herbe riche en minéraux, puisés par les racines du trèfle dans les profondeurs du basalte, ces animaux semblaient appartenir à une race de géants oubliés. Leurs muscles étaient d'acier, leur souffle calme, et leur pas ne faisait qu'un avec la montagne. Au village, les conversations aux abords de la place se firent plus rares, étouffées par un respect mêlé de malaise. On ne riait plus du cimetière de pierre. On observait, en silence, ce miracle de la patience et de la foi. Bastien de la Roche avait prouvé, par la simple force de son bras et le respect des cycles antiques, que le patrimoine le plus dégradé peut devenir le jardin de la France lorsqu'il est soigné par un fils qui ne doit rien à personne. La moisson de la vérité ne se mesurait pas seulement en quintaux, mais dans le retour de la vie là où la vanité des hommes n'avait semé que le désert. Le mauvais pas n'était plus une injure au cadastre, il était devenu le blason d'une paysannerie souveraine, libre de toute chaîne et de tout regret. 20 hivers avaient passé sur les crêtes du Cantal, étendant leur manteau de givre sur une terre qui, par la seule volonté d'un homme, avait retrouvé sa mémoire et sa noblesse. En 7 ans de grâce 2016, le domaine que l'on nommait jadis le mauvais pas était devenu une légende vivante, un sanctuaire de verdure où le silence n'était plus celui de la mort, mais celui d'une vie foisonnante et souveraine. Bastien de la Roche, dont la chevelure avait pris la couleur de la neige des sommets, marchait toujours sur ces terres avec la même dévotion, sentant sous ses pas un humus noir et profond, d'une richesse que les siècles passés n'auraient osé espérer. Il n'était pas devenu riche selon les critères des banquiers de la ville, mais il possédait le trésor des rois, la paix d'une terre libérée. Fidèle au testament d'Honoré, il n'avait jamais signé un seul papier de crédit. Son vieux Renault des 22 avait fini par rendre l'âme après 60 ans de service liturgique, remplacé non par un monstre d'électronique, mais par un Renault 751 d'occasion robuste et fier, acquis en numéraire lors d'une vente aux enchères. Tandis que 300 000 fermes avaient disparu à travers les plaines de France, emportées par le vent de la dette et de l'industrie, le domaine de la Roche était resté plus vivant, plus sombre et plus profond chaque année. L'ultime rencontre eut lieu par un matin d'automne, dans les couloirs de la chambre d'agriculture d'Aurillac. Bastien y croisa une ombre, un homme au costume élimé dont le regard fuyait la lumière, Gaston Vasseur. L'ancien empereur des plaines, jadis si prompt à vanter ses chevaux vapeurs et ses hectares de chimie, n'était plus que le vestige d'un système qui s'était dévoré lui-même. Ses terres avaient été saisies, ses machines rutilantes dispersées aux 4 vents par les huissiers, et son nom effacé des registres de la fierté paysanne. Vasseur s'arrêta devant Bastien, ses mains tremblantes trahissant une amertume que même le temps ne pourrait guérir. Il regarda cet homme qui n'avait jamais plié, cet homme qui avait fait pousser l'abondance sur la pierre. « Tu as gagné de la Roche » murmura-t-il d'une voix brisée. « J'ai vendu du fer et du pétrole, j'ai prêché la puissance et la dette, et je finis avec rien. Toi, tu as acheté de la rocaille avec tes économies, tu y as mis du trèfle et du temps, et tu es toujours là. » Bastien posa sa main calleuse sur l'épaule de celui qui fut son détracteur, non pour l'humilier, mais pour lui offrir une dernière vérité. Le sol n'était jamais le problème, Gaston. C'était la dette. La terre ne demande pas de l'argent. Elle demande de la patience, de la biologie et l'honneur d'un homme libre. Il se tenait alors devant la grande carte murale, celle-là même qui, 20 ans plus tôt, exposait la plaie blanche du mauvais pas. Monsieur Lefebvre, juste avant de prendre sa retraite, s'était approché du parchemin. Sous les yeux des 2 hommes, il saisit un marqueur noir indélébile et colora la tache blanche d'un sombre profond, aussi sombre que les meilleures estives du département. Puis, d'une main ferme, il inscrivit 2 mots qui allaient désormais faire partie du patrimoine de l'Auvergne, le jardin de Bastien. Le fils d'Honoré quitta le bureau, retrouvant l'air pur des montagnes. Il savait que tant que les hommes respecteraient le silence de la pierre et le cycle du vivant, l'honneur de la Roche continuerait de fleurir sur les hautes terres du Cantal. Si ce récit a réveillé en vous l'amour de notre terre, abonnez-vous pour soutenir ce travail de mémoire. Aimez et partagez cette chronique pour honorer notre patrimoine. Merci de votre fidélité.